click, click. This is your Kodak moment. Lillard, long range three. Mascot. Alors, après avoir parlé des rookies et des sophomores dans un épisode qui, de ce qu'on a l'impression, vous a plutôt bien plu, on retourne sur nos focus un petit peu plus habituels avec un gros format sur les Detroit Pistons dont on avait parlé un petit peu en avant-saison, mais qui fait un début de saison quand même assez impressionnant, donc on voulait faire un gros focus dessus. Et on est avec Enzo pour parler de Detroit. Salut Enzo, comment ça va? En pleine forme, toujours un plaisir d'être là pour parler de Détroit, une franchise que j'apprécie particulièrement. Et je pense que ça va être très sympa de se plonger un peu plus en détail dans une des équipes surprises de ce début de saison. Enzo, est-ce qu'il fait aussi froid chez toi que chez moi? Parce que chez moi, c'est l'enfer, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On arrive dans des températures négatives à Nantes et c'est la première fois que je vois ça, je crois, depuis que je suis arrivé très récemment dans la ville. Mais ouais, c'est très froid, donc c'est pour ça que j'ai un bonnet, en partie parce que voilà, mes cheveux, c'est une galère en ce moment. Mais ouais, il fait pas très chaud, ouais. Alors, vous voyez pas ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, sur les différentes plateformes, ceux qui ont la vidéo le voient, mais il y a derrière Enzo, il y a un énorme, il y a un énorme poster. Alors, c'est pas un poster d'ailleurs, c'est quoi? C'est une... Non. Bah, en fait, c'est comme quand on va au cinéma et qu'il y a les affiches en carton en très grand. Et bah là, c'est pareil, c'est une Taylor Swift d'1,80 m en carton dans mon salon, qui est le résultat de l'anniversaire très récemment de ma copine, qui est une Swiftie sans équivoque. Et voilà, ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir du coup une Taylor Swift géante dans un appartement de 50 mètres carrés. Disons qu'on la voit facilement et elle est difficile à cacher. C'est un petit peu comme Josh Hart dans un spacing, il est très difficile à cacher, ouais. Alors effectivement, et je vous assure, quand on démarre un podcast le samedi matin et qu'on tombe sur Taylor Swift comme ça surprend un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas du tout le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc les Detroit Pistons qui font un début de saison assez impressionnant. Là, on enregistre samedi. Ils sont en 13-2 en bilan et en tête de la conférence Est après des playoffs qu'ils avaient quand même très bien menés l'année dernière, même si c'était fait éliminer par les Knicks. On attendait beaucoup d'eux en début de saison. D'ailleurs, on vous renvoie au podcast qu'on avait fait en début de saison sur la conférence Est et sur les équipes qu'on voulait suivre. Et donc, un démarrage assez fort sur lequel on va revenir en long, en large et en travers. Vous avez l'habitude de ces formats. L'objectif, c'est vraiment de tout décrypter sur ce qui se passe dans cette équipe. Et d'ailleurs, si vous aimez ces formats-là et que vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude sur les différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Et du coup, Enzo, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait un peu revenir sur tous les différents points sur cette équipe de Détroit et qu'on allait commencer, d'ailleurs, on va commencer directement avec un peu les mouvements de l'été, mais l'idée c'est de le faire un peu vite, c'est surtout d'assez rapidement aller dans ce qui a changé dans l'équilibre notamment de ce roster. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah, il y a eu 3 départs majeurs entre guillemets cet été. C'est Dennis Schroeder qui est parti aux Kings. On a eu aussi Tim Hardaway Jr. qui est parti du côté de Denver et Malik Beasley qui est du coup en proie à des problèmes de justice, qui doit pas mal d'argent, pas mal de monde. Donc l'enquête est encore en cours et on ne sait pas s'il va pouvoir revenir dans la ligue ou pas. Mais ça a quand même 3 joueurs assez importants de l'équipe l'an passé qui ne sont plus là. On avait sans doute beaucoup lu et vu d'images la saison passée sur le Malik Beasley absolument génial et importantissime du côté de Troyes. Donc il a fallu les remplacer, ça a été plutôt bien fait avec du coup les arrivées de Duncan Robinson et majoritairement et Caris LeVert aussi qui vient remplir ses besoins sur les ailes. Et puis quelques petits rookies, quelques jeunes joueurs qu'on voit avoir plus de temps de jeu. On a un mec comme Chaz Lanier par exemple. On a aussi du Dennis Jenkins et Bobby Clinton pour un peu quelques temps de jeu qui viennent voilà un peu rajouter du sang neuf du côté de Détroit par rapport à la saison passée. Ouais, je pense que la grosse arrivée qu'on avait identifiée, c'est quand même celle de Duncan Robinson, parce que c'est un joueur qui a tendance quand même à structurer un petit peu ton attaque. Effectivement, ils avaient Malik Beasley. Ce qui est intéressant avec les Pistons, sur ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est qu'ils avaient commencé à insérer un jeu de système, un jeu assez fort pour les shooters notamment, et donc l'arrivée de Duncan Robinson dans ce système-là avait quand même pour perspective de le renforcer. Je sais pas ce que tu penses toi de Duncan Robinson. Moi je trouve qu'on est vraiment sur l'un des, on va revenir après dessus dans le détail sur ce qui se passe à Détroit, mais juste en 2 mots. Moi je trouve qu'on est vraiment sur l'un des meilleurs joueurs de système de la ligue parce que il est à la fois très bon pour circuler dans les écrans, mais en plus il a le passing souvent en sortie de système qui est assez cool. Je sais pas quel avis toi t'as sur Duncan Robinson.
Bah, j'étais très content au moment de sa signature, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de liens d'affect avec, Détroit. C'est une franchise que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai beaucoup d'espoir, sur son arrivée et pour l'instant je suis assez ravi et comme tu l'as dit, il remplit parfaitement les cases qui étaient, laissées, dans l'effectif avec, les départs de Beasley et de Hardaway, qui sont, d'excellents, shooters en sortie d'écran et là où on passe peut-être encore un cap avec Duncan Robinson mais ouais, pour l'instant, très, très satisfait. Et en tout cas, ça marche plutôt bien, hein, sur le début de saison au global. On l'a dit, ils sont en 13-2 au gré d'un calendrier qui est quand même assez favorable. Pour le coup, donc c'est quand même à mettre en perspective. Et l'idée, c'est donc qu'on puisse revenir sur ces différents éléments. Ce qu'on s'est dit, c'est que dans un premier temps, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait revenir un petit peu sur les différents équilibres du 5 majeur parce que c'est un peu particulier chez eux. Le 5 majeur bouge beaucoup. Et en fait, il y a une construction qui est toujours en mouvement en fait de cette équipe et notamment des différentes rotations. Ensuite, on se fera un gros focus sur Cade et Duren, qui sont vraiment au cœur de ce système. Et ensuite, on élaguera un petit peu plus sur les différentes options, sur la défense et sur les différentes options d'attaque qu'on peut voir. Du coup, Enzo, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu as parlé du coup de ces différences qui ont été faites durant l'été avec ces différents trades. Premier élément, moi, qui me marque sur cette équipe, alors qu'on est dans une NBA qui a quand même tendance à stabiliser les 5 majeurs, à la différence de l'Europe, tu vois, où on peut avoir envie de changer les 5 majeurs, on est sur une équipe qui, à l'inverse, change son 5 majeur un peu en permanence. En fait, on a 3 joueurs qui sont stabilisés en permanence. C'est Cade, Duncan Robinson et Jalen Duren. Et autour des 3, t'as des espèces de mouvements qui se font. De temps en temps, c'est Javonte Green qui est dans le 5. De temps en temps, c'est Ozar Thompson. De temps en temps, c'est Tobias Harris. Parfois, c'est Jenkins. On peut aussi se douter que quand Jaden Ivey va revenir, Jaden Ivey aura aussi son mot à dire pour être dans le 5. Toi, qu'est-ce que tu vois autour de cet équilibre-là qui essaye d'être trouvé autour du 5 majeur? Est-ce que pour toi, tu es plutôt dans une espèce de tentative d'adaptation à l'adversaire ou c'est plutôt qu'ils n'arrivent pas encore à trouver leur 5? Pour moi, c'est plus la deuxième option. Je D'accord. pense qu'ils ont dû il y a peut-être un peu de déception sur certains joueurs sur ce début de saison. Par exemple, Tobias Harris qui était, un élément vraiment important l'an passé, qui, je trouve fait un début de saison un peu plus compliqué et du coup, rabat un petit peu les cartes et j'aime bien aussi la volonté d'intégrer, un petit peu plus, Isaiah Stewart pardon, avec les titulaires, cette saison et ça fit, plutôt bien et je pense qu'il y a encore un effectif, à trouver et ça va pas s'améliorer encore, dans les prochains jours parce qu'il y a Jaden Ivey, comme tu le dis, qui va revenir. Il va falloir trouver à nouveau, un équilibre avec un joueur qui va prendre beaucoup de ballons, beaucoup de minutes et qui est dans une année importante pour lui parce que, voilà, c'est l'année où il va devoir renégocier un nouveau contrat. Il y a pas mal de rumeurs de trade autour de lui. Donc je pense que c'est, un point important qui va cristalliser, encore dans les prochains jours, les 5 de départ de Détroit. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu des 2 dans ce qu'ils essayent de faire. Ils avaient démarré la saison avec Tobias et Ozar Thompson dans le 5 en fait, comme l'année dernière. Pour autant, on avait quand même vu, la saison dernière des soucis avec ce 5-là. Premier souci qu'il y avait, c'était, je pense, le problème des pertes de balles de Cade Cunningham, dont on peut se poser la question, on va revenir dessus après, mais dont on peut se poser la question si c'est un vrai meneur ou si c'est un 2 et s'il a besoin d'avoir un autre gros porteur de balle avec lui. Et le deuxième souci qu'ils avaient, c'était la connexion, enfin le spacing autour de Jalen Duren et la connexion avec Ozar Thompson qui se faisait pas trop. On en avait parlé d'ailleurs ensemble, on va revenir dessus. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de construire au plus que possible autour de Cade et Duren pour, tu sais, notamment à réussir à faire en sorte que les contraintes qu'imposent Cade et Duren soient le moins visibles possible. Et dans ce contexte-là, moi j'aime bien le fait qu'ils intègrent de plus en plus un vrai meneur de jeu avec Cade Cunningham. Notamment, c'est ce qu'on voit avec. Alors, j'arrive jamais à dire son prénom, c'est Dennis Jenkins, c'est ça Ouais, le Danis. qui sort de nulle part, hein, d'ailleurs, lui qui fait qui Ouais. arrive et qui est absolument génial, mais qui sort absolument de nulle part. Donc avec Dennis Jenkins et t'as raison de plus en plus avec Isaiah Stewart aux côtés de Duren. Qu'est-ce que tu penses toi de Dennis Jenkins d'ailleurs? J'aime beaucoup ce mec. Je suis allé voir un petit peu en plus en détail son passé. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 fêtes différentes, j'en connais aucune. Donc il vient vraiment de nulle part. C'est un two-way contract de l'an passé et c'est un joueur vraiment, vraiment surprenant. Donc assez petit, il doit faire, je sais pas, peut-être 6'5", 6'6", quelque chose comme ça, mais avec des vraies qualités de vivacité et de longueur défensive. Il a un bon enfin, il est très complémentaire des besoins de Détroit, je trouve, comme tu l'as dit, avec, un besoin de dribble surtout, à côté de Cade.
et de porter la balle pour créer des décalages autrement que par son playmaking à lui. Et là où il est vraiment, vraiment excellent, très rapide et vraiment attiré par la raquette aussi. Donc voilà, assez intéressant là-dessus. Et défensivement, je trouve aussi là où l'an passé, on avait pas mal de temps de jeu avec Dennis Schroeder, qui pour le coup, défensivement, était une vraie plaie, je trouve. S'est fait beaucoup, beaucoup cibler durant les playoffs. Dennis Jenkins, c'est un bien meilleur défenseur, que ce soit sur l'homme, donc avec des appuis très rapides, une bonne longueur de bras, mais surtout off-ball où je l'ai vu faire des rotations parfois très intelligentes, très agressives, et il rentre parfaitement dans les schémas de Détroit de cette année. Donc je suis vraiment très satisfait et très surpris surtout de voir un joueur sortir de nulle part et d'avoir un tel niveau sur le peu de minutes qu'il a montré pour l'instant. Ce qu'on avait vu la saison dernière avec Cade, c'est qu'il y avait un peu 2 situations. C'était soit tu le mettais avec un vrai poste 2, en l'occurrence c'était Malik Beasley, et tu de voir ce que ça donnait, soit tu le mettais avec un autre meneur de jeu, et c'est un peu toujours l'hésitation qu'il y a avec Cade. Et je trouve que Jenkins, ce qui est intéressant, c'est qu'il remplit bien les cases, comme tu dis, de Dennis Schroeder, celle qu'elle remplissait l'année dernière. Et en fait, quand il est sur le terrain, je trouve qu'il libère Cunningham de pas mal de tâches d'initiation de jeu sur lesquelles Cade est bon, mais comme Cade a pas, on va faire un gros focus après dessus, mais comme il a pas alors il a un très bon handle, mais pas une énorme vivacité, il se retrouve souvent un peu gêné dans la montée de balle. Son dribble n'est pas le meilleur dribble non plus, je trouve. Enfin, il y a pas mal de risques sur son dribble, il Ouais. peut perdre le ballon. Et je trouve le fait d'avoir Jenkins avec lui, ça lui donne pas mal de liberté. Et j'ai l'impression qu'ils essayent aussi de construire ça, c'est-à-dire un système comme ils avaient un peu avec Schroeder, où Kate finalement a plus de liberté. Et je suis d'accord, je trouve qu'autour de Jenkins, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Et je trouve que ça marche bien en fait, les deux ensemble. Quand les deux sont ensemble, le meilleur de jeu, c'est clairement Jenkins hein, d'ailleurs. C'est pas Cade. Hein. Cade joue comme un deux quand ils sont ensemble. Et je trouve que c'est assez cool. Et sur Jalen Duren, t'as raison, t'as l'impression que les équilibres qu'ils essayent de trouver, c'est là où ils cherchent le plus. T'as soit des moments où on est avec Tobias Harris, voire Tobias Harris et Ozar Thompson, soit des moments où on est avec Isaiah Stewart. Moi, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est les moments où c'est avec Isaiah Stewart. Je sais pas ce que t'en penses, toi, c'est quoi le format que tu préfères pour l'instant dans ce qu'ils font avec Duren? Je préfère comme toi avec Isaiah Stewart. C'était une demande entre guillemets, bon, toute proportion gardée de ma part l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y avait très très peu de minutes avec les deux ensemble sur le parquet. Et je suis allé vérifier, je crois qu'ils en ont déjà plus cette saison que sur l'ensemble de l'an passé, avec une complémentarité qui est vraiment retrouvée. Et c'était très important d'avoir un joueur comme Isaiah Stewart pour combler les lacunes défensives de Jalen Duren, où on sait c'est pas un excellent défenseur de drop, pas un excellent protecteur de cercle, il provoque encore beaucoup trop de fautes. Il est en progrès constant, mais les schémas qui sont faits avec lui, du coup, c'est très souvent du edge et on sort très agressivement sur le porteur de balle. Et derrière, il faut des joueurs de rotation, des joueurs intelligents, capables de protéger le cercle derrière les sorties agressives de Duren. Et c'est là, je trouve que Isaiah Stewart prend tout son sens. Et c'est aussi permis avec un Paul Reed très intéressant sur le début de saison. Mais moi, j'aime beaucoup la complémentarité. Et puis, du coup, on se retrouve avec un Isaiah Stewart qui re-shoot à nouveau un peu plus à 3 Ouais. points. Là, on avait vu pas mal de promesses. Du coup, je crois que c'était en 2023-2024. Là, il est un peu de retour sur les corners, etc. Et c'était dommage, je trouve, de se passer de la possibilité d'avoir un Stewart qui développe son shoot tranquillement. Là où il est plutôt sympa sur ce début de saison avec quasiment 40%. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette complémentarité entre les deux. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où tu mets un meneur de jeu avec Cade, du coup, il ne te reste, et que tu as Duncan Robinson, il te reste qu'un spot en fait dans ton 5 majeur, et ton 5 majeur, c'est ton 5 qui joue aussi le plus de minutes. Et je trouve que l'option Isaiah Stewart, elle est cool parce que elle remplit, comme tu le dis, beaucoup de cases que Duren ne remplit pas. Effectivement, il y a la case défense, où en fait, ça le relâche un petit peu de cet aspect défensif. Et enfin, Duren n'est pas très bon en défense, hein. C'est pas un très bon défenseur. Et du coup, Stewart permet de combler un peu ses trous. Et effectivement, ce que fait aussi très bien Ozar Thompson, d'ailleurs, pour le coup, qui est plutôt bon pour combler les trous de Duren défensivement, mais ce que fait beaucoup moins Tobias Harris. Et par contre, le problème, c'est que quand c'est Ozar Thompson, eh ben, t'as un vrai problème de spacing. D'autant que Thompson n'est pas non plus un cutter de génie. Moi, je trouve il y a pas mal de limites Mhm. là-dessus. Et pour le coup, ben, Stewart, lui, c'est une option un peu plus, on va dire, classique de tir à 3 points et aussi un peu de relation intérieure-intérieure qu'ils arrivent à trouver quand même. Mais on reviendra dessus. Et donc, effectivement, ils sont vraiment dans ce contexte où ils doivent réussir à maximiser les deux parce que tu vois, je me notais, quand Cade et Duren sont sur le terrain, ils sont à 121 d'offensive rating. Quand les deux sont hors terrain, ils sont à 110. Donc en fait, c'est vraiment la connexion entre les deux qui vient booster leur attaque parce que c'est elle qui génère les différents déséquilibres.
Et clairement, je sais pas ce que tu en penses, mais ce début de saison, il est quand même, frappé du saut, la qualité de jeu de Cade Cunningham et Jalen Duren et ça fait partie du deuxième point qu'on voulait aborder, c'était de faire un gros focus, sur les 2 joueurs. Donc là, on vous a un peu contextualisé leur utilisation et maintenant, l'idée, c'est de rentrer vraiment dans le détail. Je sais pas qui est le plus surprenant? Je pense que clairement celui qui est le plus surprenant, c'est Jalen Duren, on est d'accord? Ouais, on Ouais. est plutôt sur Jalen Duren et ben, on va commencer par Jalen Duren. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu vois autour de Duren sur ce début de saison? Je vois beaucoup, beaucoup d'améliorations et j'en suis ravi parce que c'est un joueur qui est arrivé en étant très brut, dans la ligue. Il est arrivé très jeune, je crois que c'est un des plus jeunes de sa classe de draft. Très costaud, très grand pour son âge, une physicalité qui était très intéressante et ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point est-ce qu'il allait pouvoir progresser, d'un côté technique, tactique et cetera et là, toute l'étendue de ce qui a été travaillé cet été, elle est vraiment, vraiment surprenante. Et c'est ce qui fait qu'il est, sans débat possible pour moi le deuxième meilleur joueur des Pistons, sur ce début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble assez clair, ce qui était pas forcément le cas, l'an passé, quoi. Ouais, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que c'était pas forcément clair par le passé que c'était lui le deuxième. Je ne m'étais pas fait que c'était lui le deuxième meilleur joueur. Et c'est vrai que dans des équipes qui montent comme ça, tu as besoin de trouver des espèces d'ancrage en fait. Et effectivement, il est en train de devenir un ancrage pour cette équipe. Effectivement, il est arrivé très jeune. C'était le plus jeune joueur de la ligue au moment où il est arrivé. Et peut-être, on peut redire 2 mots sur le contexte dans lequel il est arrivé. Il était beaucoup comparé à un espèce de Dwight Howard ou Dwight Howard du pauvre. Donc avec notamment une physicalité assez importante pour un très jeune âge. Et il comptait pas mal là-dessus. Mais ce qu'on avait vu, moi je trouve, déjà durant les premières avancées de sa carrière NBA, c'est, un élément qui était vraiment intéressant, c'était son jeu sur short roll. C'est un bon passeur et c'était là-dessus qu'on s'était dit qu'il y aurait peut-être des choses à développer parce qu'on s'est dit: «Bon, un joueur très puissant, qui a pas de shoot, qui défend pas trop, mais qui est intéressant sur le passing, bah, du coup, on peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin» et je pense que c'est l'élément, qui avait fait qu'on s'était dit, «Bah, on va continuer en fait avec Jalen Duren» et je trouve que sur ce début de saison, moi, le premier truc qui me marque avec lui, bah, c'est sa physicalité justement. C'est que je trouve qu'il a passé un cap athlétique et physique qui est vraiment impressionnant. Il est hyper costaud, il est hyper puissant et en fait, toutes les fois où il arrive à faire sa place dans la raquette, bah, en fait, il est un peu instoppable. Il faudra voir, tu vois, contre des profils, à la Isaiah Hartenstein, tu vois, ou à la Rudy Gobert, ce qu'il arrive à faire, mais c'est sûr que à chaque fois que tu es face à une opposition où la physicalité intérieure est un peu basse ou moyenne, et ben lui, il détruit tout. J'ai une stat d'ailleurs là-dessus, c'est le deuxième joueur qui met le plus de dunks en NBA sur le début de saison derrière Yanis. C'est 33% de ses paniers marqués qui sont marqués sur des dunks. Tiens, petite question, est-ce que tu as une idée de qui est le troisième d'ailleurs? Donc c'est Yanis, en 2 tu m'as dit Duren et en Ouais. 3 et bah, Gobert? Ah non, c'est Isaiah Hartenstein, justement, qui profite du spacing, pour le coup d'OKC, donc sur un temps de jeu faible. Mais donc je sais pas si tu l'as noté, mais moi, premier élément qui me marque avec lui, c'est son boost physique sur le début de saison qui est vraiment impressionnant. Oui, exactement et c'est surtout, un moyen, pour les Pistons de développer un petit peu leur attaque, autour de lui. Je trouve que, la différence avec l'an passé, c'est aussi qu'ils ont voulu accentuer un peu leurs qualités et dont notamment leur impact dans la raquette et ça se ressent, Détroit est passé de la 9e à la 3e équipe, à l'offensive rebound percentage, donc avec leur capacité à prendre des rebonds offensifs tout simplement et ils vont de plus en plus dans la raquette aussi et voilà, merci Jalen Duren, pour ces qualités-là et moi, ce que j'ai noté, donc tu as parlé de son impact dans la raquette qui a progressé. Tu disais que quand il est arrivé dans la ligue, c'était surtout son passing. Moi, ce que j'ai noté, c'est un peu tout le reste encore que j'ai trouvé de plus en plus intéressant, ce qui montre vraiment l'étendue, du joueur et de son arsenal. J'ai beaucoup aimé, moi, son dribble sur ce début de saison. On l'a vu parfois faire des trailers, parfois remonter la balle et pas voir ça va réussir à poser quelques dribbles, éliminer, 2-3 joueurs et cetera, ce qu'il n'était pas forcément capable, de faire avant et aussi le développement d'un petit shoot à mi-distance, qui est, assez intéressant parce que on peut le servir au poste et construire quelques systèmes autour de ça. Mais l'année dernière, ça s'arrêtait surtout là. Il avait pas forcément, cette capacité à reculer ou à avoir quelques moves au poste, je trouvais. Là où je l'ai vu plusieurs fois cette saison faire quelques petits, turnaround, quelques hooks et cetera et c'est important qu'il ait la possibilité de reculer un petit peu, de s'éloigner petit à petit du panier
et puis ça se voit dans les chiffres où il est passé de 13, je crois, à 25% dans le short mid-distance cette saison. Voilà, sa fréquence de tir pris au cercle, elle a baissé aussi. Et ça peut que l'aider et que aider Détroit d'avoir un Jalen Duren qui est un peu plus complet que par le passé. Moi, je trouve que ce qui est cool, en fait, autour de Duren, c'est que, comme tous les joueurs qui sont bons sur short roll, ça veut dire qu'ils ont une capacité à se repérer dans l'espace qui est assez bonne, en fait. C'est souvent ça la différence qui fait entre un bon joueur de short roll et un mauvais, c'est à la fois la souplesse pour se remettre face au cercle et la capacité à se repérer tout de suite dans l'espace pour prendre une décision rapide. Et généralement, en fait, ce qui est cool avec les joueurs qui sont bons sur short roll, c'est que si tu as ça, bah, normalement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu es censé être bon, mais il faut développer d'autres skills. Et en fait, il a développé sa capacité à dominer dans la raquette, mais il a toujours ce truc de quand il reçoit le ballon, même très très proche du cercle, bah, il sait tout de suite où il est et il est capable de se retourner et de finir. Et sur le short roll, tu as raison, il développe un petit peu son dribble. Je pense que le spacing est quand même meilleur. Moi, je suis assez convaincu que le binôme avec Ozar Thompson marche pas du tout et que ça l'impacte énormément en fait ça l'impacte énormément sur la capacité à être productif en sortie de short roll. Et du coup, dans ce contexte-là, eh ben, on voit toutes ces qualités et tu as raison. En plus, il y a l'augmentation un petit peu des volumes de hub offensif parce que c'est vrai que à partir du moment où tu as un joueur qui est à ce point pas shooter, c'est soit tu es obligé de mettre 4 shooters autour, mais souvent ça va impacter un petit peu ta défense. Et de toute façon, Cade n'est pas un shooter. Soit il faut que tu arrives à faire en sorte que ce pivot-là devienne une forme de hub offensif, c'est-à-dire soit en capacité de prendre la balle très loin du cercle et de générer du jeu. Est-ce que toi, tu le vois en capacité de faire ça, cette génération de jeu loin du cercle par de la lecture, les suivis de hand-off, etc., comme on peut le voir beaucoup à Utah, entre Nurkic et Kessler, tu vois, qui maîtrisent ça bien, quoi. Bah, il l'a déjà fait par le passé. La saison dernière, il était beaucoup dans ce registre-là, donc je me fais pas de soucis, pour son passing et pour sa capacité à écarter le jeu. Un petit peu moins cette saison, parce qu'il y a plus de jeux sur écran avec Jalen Duren, j'ai l'impression, et aussi parce qu'il a encore progressé dans le registre. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, sa capacité à toujours savoir où il est, même sur short roll, et cetera, et ça se voit aussi sur les alley-oops où je trouve que c'est vraiment un des meilleurs réceptionneurs de Ouais, alley-oop t'as de la raison, ouais. ligue. Mm. Parce que Cade, je le trouve parfois nonchalant un peu dans ses passes de alley-oop où il envoie vraiment, Jalen Duren, avec des positions de passe assez originales, et et il sait toujours que Jalen Duren sera là pour les réceptionner, et donc parfois il peut être très loin du panier, très tôt dans son cut vers le panier. Il peut être lancé, à l'inverse, ça peut être très tard, il peut être, déjà un petit peu sur le côté orienté, enfin il arrive toujours à se réorienter, et c'est vraiment impressionnant. Et ouais, je pense qu'on a été très complet, et le petit, bonbon, c'est que j'ai noté quelques drives, à quelques reprises, des moments où du coup il est sur end-off comme tu en parlais, juste avant, et du coup il va garder le ballon sur son end-off et puis, accéder Ouais, directement c'est vrai. au panier en 1 ou 2 dribbles. Ça pour le coup c'était du jamais vu, par le passé. Alors ça reste encore un tout petit échantillon, mais là encore ça reste absolument rêveur s'il arrive à développer ça, en tout cas, personnellement ça m'émoustille beaucoup. Mais d'autant qu'il a toujours eu, tu vois, un peu de footwork, capacité à faire des Eurostep, à décélérer un peu sur les doubles pas, donc il peut s'appuyer dessus. Dernière stat, hein, pour montrer, enfin, on n'a pas donné beaucoup de stats, mais une stat pour montrer un peu, cette qualité qu'ils ont sur le roll. C'est la 3e équipe en efficacité sur le roll, avec le scoring sur le roll, et c'est la 9e en fréquence, donc ils arrivent beaucoup à trouver Jalen Duren et Jalen Duren est très efficace dans la finition, et s'ils arrivent autant à le trouver, c'est notamment parce qu'il est aidé par son comparse qui, lui, est la star de cette équipe, donc ça va peut-être permettre de se lancer un peu sur le gros dossier Cade Cunningham. Alors, avant que j'aille un peu dans le détail, toi, globalement, tu penses quoi de son début de saison à Cade? Il est très cool, je pense que c'est pas un Cade qui est en grand progrès. Je dirais pas qu'il y a encore une montée, très ascendante comparée à l'an passé. En partie parce que son scoring est entaché, de quelques problèmes au shoot, mais je le trouve, évidemment mieux entouré, et ça l'aide, évidemment, dans sa qualité de passing et dans son accès, au cercle notamment. Mais je dirais surtout que c'est, Détroit qui a progressé, et ça Ouais, peut, plus que lui. aider et avoir des répercussions sur Kate Cunningham, et voilà, je sais pas si tu as le même avis que moi là-dessus ou pas?
Juste si on donne les stats bruts, je crois qu'il est à 27 points par match et quasiment 10 passes décisives, donc il produit quand même pas mal. Mm. Il est en augmentation sur les deux, pour le coup. Effectivement, il y a un élément qui pour l'instant est un peu décevant sur Kane, mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à arrêter d'y croire, c'est son efficacité au tir. Il est 92e, il est à 92% de TS+, donc il est 8% en dessous de la moyenne sur l'efficacité. Et globalement, dans sa carrière, il a même jamais atteint les 100 de TS+, donc il a jamais été à proprement parler efficace. Je pense que c'est essentiellement dû à sa sélection de tir, en fait, qui est beaucoup dans le mi-distance. Et elle est beaucoup dans le mi-distance parce que, en fait, il manque d'explosivité pour aller au cercle. Et en plus de ça, il n'est pas très efficace à 3 points. Donc, il vient pas compenser un manque d'accès au cercle par une grosse efficacité à 3 points. Je crois qu'il a 27% à 3 points sur le début de saison. Donc, ce qui, pour le coup, est vraiment, vraiment bas. Le seul truc qui est un peu mieux, c'est que dans le mi-distance, plus le temps avance, plus il arrive à se rapprocher. Au début de sa carrière, il prenait beaucoup de longues mi-distances. Et maintenant, il a une forme de contrôle qui lui permet d'aller plutôt sur le short mid, ou en tout cas à des distances raisonnables, où il arrive comme à trouver de l'efficacité, parce que pour le coup, il est assez efficace sur le mi-distance. Il a 47% sur le mi-distance, qui reste pas très rentable, mais qui est efficace. Et c'est marrant parce que pour un joueur qui n'est pas efficace, eh ben, il est trappé tout le temps. On le trappe tout le temps, et du coup, tu vois, en les regardant, je me suis dit, putain, mais pourquoi est-ce qu'on trappe tout le temps Cade Cunningham? C'est quand même étonnant, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, bah, c'est que le problème, c'est que s'il arrive à mi-distance, mais moi, je le trouve absolument injouable. Il est injouable quand il arrive dans la zone de mi-distance, notamment parce que son passing génère tellement d'attaques. En fait, il est à la fois bon pour aller trouver Duren, mais il y a énormément de manipulation de défense. Il y en a vraiment énormément, ce qui lui permet d'aller chercher les shooters. Ok, il perd un peu de ballon, mais ces pertes de balles, finalement, elles sont presque de plus en plus sur le dribble et de moins en moins sur la passe. Et donc, en fait, tu commences à avoir un joueur qui est assez dingue sur la création de balle en main et sur le passing. Et je sais pas si tu le sens aussi. Alors, tu dis, il y a un peu de nonchalance dans les passes qu'il peut envoyer à Duren, mais est-ce que toi aussi, tu trouves que, alors peut-être pas sur le mi-distance, peut-être que c'est plus général, mais on a vraiment un joueur qui a un tel contrôle sur la création que ben, finalement, l'efficacité pour son équipe est assez ouf, quoi. Moi, ça a toujours été la qualité principale de Cade, de toute façon, le playmaking, pardon. On a souvent voulu le faire passer aussi pour un très grand scoreur, et je te rejoins sur le fait que je le vois pas devenir un scoreur létal, même à long terme. Il a des grosses difficultés sur le drive, il en a plein, et il en corrige petit à petit. Cette saison, il provoque beaucoup plus de fautes, et le fait que ça se retrouve pas du tout sur son efficacité générale est d'ailleurs un petit peu questionnable, mais c'est aussi par le fait que son shoot cette saison ne rentre pas du tout. Hem mais ouais, son passing est vraiment, vraiment fabuleux, et tu as parlé de leur relation dans le mi-distance. Il cumule 2 qualités, à ça qui le rend absolument, létal, comme tu as dit, dans ce registre. Pour moi, c'est sa capacité à jail son adversaire, donc à le mettre en prison, Ouais. après un écran. C'est vraiment un des top, top, top de la ligue dans ce registre-là. Ce qui fait que quand en face la défense elle est en drop, le protecteur de cercle, voit très bien que, le défenseur de Cade Cunningham n'arrivera pas à revenir devant Cade. Et ce qui a en conséquence de ça, libère forcément beaucoup de place à Jalen Duren. Et quand on cumule avec, la détente, les alley-oop, la menace de alley-oop du duo Cade, Duren, ça augmente encore un petit peu petit à petit les chances de panier, le danger de ce duo-là. Et, donc, ouais, le duo fonctionne parfaitement. Et je trouve que ce qui est cool, en fait, tu vois, dans ce profil-là de joueur, c'est que dans une NBA qui, en fait, est à ce point concentrée sur la défense du 3 points et de la raquette, et ben, je trouve qu'en fait, ces joueurs-là qui sont super forts sur le mi-distance, ils viennent un peu te redéfinir la défense adverse, en fait. Ils redéfinissent un peu la géométrie adverse. Parce que tout le monde est un peu pareil, quoi. Tout le monde bloque à mort la raquette, ou alors fait en sorte d'éviter le drive, ou alors bloque fort le 3 points. Alors fort le 3 points, c'est de moins en moins le cas. Mais en tout cas, on est tous prêts à accepter qu'un joueur joue dans le mi-distance. Seul problème, quand tu es face à lui, en fait, c'est pas du tout rentable de le faire jouer dans le mi-distance. Et moi, ça me fait penser à un autre joueur qui a le même profil à ce niveau-là, sauf que lui, c'est énormément sur le scoring et moins sur la création. C'est Shai Gilgeous-Alexander. Je trouve qu'il y a le même aspect qu'avec Shai sur ce truc de ils ont leur zone de confort, leur spot shot, leur zone, ouais, vraiment leur zone de confort, en fait, c'est le bon terme. C'est vraiment une zone que la défense n'a pas encore trop problématisée. Et du coup, ça leur donne un temps d'avance en permanence. Et effectivement, je trouve que là-dessus,
Je trouve que là-dessus, Cade est vraiment, vraiment super cool, quoi. Alors après, c'est sûr qu'on a des éléments, les éléments statistiques pour l'instant ne montrent pas trop, c'est-à-dire que le on-off, tu vois, de Cade n'est pas si incroyable que ça. Euh, mais bon, je pense qu'il va pas rester aussi bas non plus sur l'efficacité et que ça va remonter. Tu parles de sa relation avec Jalen Duren. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est même pas le joueur qu'il trouve le plus. Le joueur qu'il trouve le plus, c'est Duncan Robinson. C'est à peu près 20% de ses passes qui vont vers Duncan Robinson. Et même avant Duren, donc c'est 12 passes par match à peu près, et même avant Duren, il y a Ozar Thompson qui le trouve encore plus. Et en fait, là où ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est la répartition en fait de la menace qu'il donne, quoi. Il y a vraiment pas ce truc de ouais, mais en fait, si tu bloques le alley-oop avec Duren ou le short roll avec Duren, bah globalement, t'as bloqué Cade. Non, 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 avec lui, il y a pas du tout ça, hein. Vraiment, il fait punir énormément de choix défensifs pour le coup. Ouais, il a une vrai éventail de passes, très, très complet. Et puis, ce qui est intéressant avec cette équipe de Détroit aussi, c'est qu'il y a, pas mal de mouvements sur le côté faible, je trouve, avec, des shooters qui sont vraiment mis en valeur. Et c'est pour ça que quand on a un axe, et un côté fort qui est pris avec un pick and roll, par exemple, et qu'on arrive à bloquer Cade pour, X et Y raison, il y aura souvent du mouvement de balle, pour essayer de démarquer un shooter, notamment. Et c'est là que Cade va être très intelligent et arriver à trouver et à sanctionner, les errements défensifs, côté faible. Tu vois, si je prends c'est une stat que j'aime bien regarder sur les passes en sortie, sur les pourcentages en sortie de passe de Cunningham, Jalen Duren, il a 62% et Duncan Robinson, il a 49%. Ce qui montre à quel point, en fait, il arrive à les trouver dans des situations qui sont préférentielles pour eux et souvent très à l'aise. Et du coup, ben, forcément, l'efficacité, elle s'en ressent, quoi. On est sur un joueur qui est super efficace. Mmh. Tu as commencé à l'évoquer. euh, c'est vrai que là, on va clôturer un peu le chapitre Duren et Cade. Mais cette équipe de Détroit, ce qui est cool, mais on l'avait déjà vu l'année dernière, c'était une des grosses surprises qu'on avait avec Biggerstaff qui développe ce type d'attaque. C'est une équipe où en fait l'attaque le danger en attaque vient de pas mal d'endroits. Je sais pas si tu veux commencer ou si tu veux que je commence sur un peu les différentes options offensives qu'ils ont. On peut peut-être un peu se les citer un à un. Comme tu veux. Soit tu commences, soit je commence. Toi qui décides. Non, mais je vais continuer un petit Allez. peu sur, très très rapidement sur, la qualité des démarquages, des shooters dans cette équipe-là. Et c'est en partie ce qui a permis à Malik Beasley de faire une saison aussi, extraordinaire l'an passé, la meilleure saison de sa carrière de loin. Et ouais, tu l'as dit en off juste avant, tu aimes beaucoup le jeu de système qu'ils ont, pour les shooters en sortie d'écran notamment. Donc ouais, moi je voulais commencer à parler de ça. Et ouais, c'est une des meilleures équipes de ligue, je trouve, pour essayer de mettre ces shooters-là en valeur. Bah, ce qui est cool en fait, c'est que leur jeu, enfin, leur spacing, c'est un spacing de système. C'est pas du tout un spacing de free flow. Tu vois, tu as des équipes qui ont un spacing de free flow au sens où tu mets des joueurs qui construisent naturellement un spacing. Donc, allez, on va dire soit 5 shooters, soit 4 shooters plus un intérieur. Et tu as une espèce de spacing qui est construit naturellement. C'est moins le cas de Détroit, en fait, qui a déjà une particularité, c'est que leurs deux joueurs majeurs ne sont pas des joueurs qui te génèrent beaucoup de spacing au large, à savoir Cade et Duren. Donc, ils sont un peu obligés de le construire différemment. Et c'est une équipe qui l'a beaucoup construit par les systèmes. Et donc, en gros, ils ont deux éléments préférentiels. Effectivement, c'est les sorties d'écran pour les shooters où ils génèrent beaucoup de choses. Et les systèmes de short roll avec cut qui viennent derrière, où là aussi, ils génèrent beaucoup de choses. Premier élément, effectivement, sur ces systèmes de shooters, bah, le passage de Malik Beasley à Duncan Robinson, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Malik Beasley est un joueur super intéressant parce que c'est un joueur qui se projette beaucoup en contre-attaque, qui a du drive aussi, en plus du shoot, et donc qui génère beaucoup de points. Mais ce qu'a Duncan Robinson, que n'a pas Malik Beasley, on l'a dit un peu au début, c'est le playmaking en sortie d'écran et qui permet de générer beaucoup d'attaques. Et moi, je trouve que globalement, c'est une équipe qui a beaucoup de sources de création en fait. Si tu regardes bien, énormément de joueurs peuvent te créer du jeu. Duncan Robinson, on l'a dit. On l'a dit avec Cade et Jenkins. Ils ont deux meneurs de jeu qui sont vraiment capables de produire du jeu. Moi, je vous invite à regarder le passing game de Jenkins qui est vraiment, vraiment chouette. On l'a dit avec Duren, qui a un très bon jeu de passe pour le coup. T'as aussi du drive, t'as des joueurs qui sont des bons drivers. Javonte Green, on le voit pas mal sur des situations de drive. T'as aussi Ozar Thompson, pour le coup, qui est un vrai joueur à utiliser sur le drive et qui utilise de plus en plus là-dessus. Et du coup, ben, ça te donne une situation où t'as beaucoup de création offensive, en fait, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est une équipe, vraiment vraiment très variée et il y a aussi, des progrès dans le jeu en transition aussi avec pas mal de playmakers défensifs, très intéressants comme, bah, Osar Thompson qui est vraiment, un des meilleurs de la ligue dans le registre, et aussi, l'arrivée de Dennis Jenkins sur un petit échantillon de match, il est à 93 de steal percentage donc c'est vraiment vraiment très enfin 93 non 93 il me semble pardon. Et donc c'est vraiment très intéressant et ça permet aussi de générer une autre forme d'attaque. Même si ils ont pas le meilleur jeu en transition de la ligue ou du moins la meilleure fréquence. Je crois qu'ils sont quand même dans le top 10 et voilà, ça demande, qu'à progresser et puis c'est toujours, voilà, très utile de jouer le plus rapidement possible. On le voit, c'est un peu une mode, dans la ligue depuis quelque temps. Ils sont 15e, le volume en transition, ils étaient 14e l'année dernière. Mais effectivement, moi je trouve aussi que, ils poussent la balle de manière un peu plus intelligente. Parce qu'en fait, le problème que vous avez avec Kate, c'est pas un joueur qui va générer beaucoup de transitions. Donc ton principal porteur de balle, il génère pas beaucoup de transitions. Et ce qui est intéressant, tu le notais avec Jenkins, c'est d'avoir un espèce d'alter ego. C'était pas le cas de Schroeder non plus d'ailleurs, mais c'est d'avoir un espèce d'alter ego qui lui, pour le coup, est capable d'en générer. Et effectivement, Jenkins, il est capable d'en générer. Je trouve qu'il y a un autre truc qui est utilisé aussi de plus en plus dans leur attaque pour amener une fois de plus de la variété. Ils ont remplacé, le jeu, relation, on va dire, intérieur-intérieur. C'était pas la relation intérieur-intérieur, en tout cas qu'il y avait entre Duren et Thompson qui marchait pas trop, par de la vraie relation intérieur-intérieur, notamment entre Duren et Stewart. Et en fait, il y a pas mal d'alternance entre les 2. Et en fait, le passing de Duren est suffisamment bon pour que face à une équipe qui a un poste 4 un peu petit, et ben en fait, c'est Stewart avec sa physicalité et même sa brutalité parfois qui va se mettre au poste Oui. et il passe beaucoup par Duren pour lui libérer justement de l'espace dans la raquette et lui permettre d'opérer. Pourquoi on passe par Duren, hein? Parce qu'en fait, si Duren est au large mais n'a pas la balle en main, il n'est pas dangereux, donc la défense, elle va pas le défendre. À l'inverse, si vous lui donnez la balle en main, bah, il y a la menace de end-off qui fait que le défenseur doit quand même être un peu haut, qui fait que bah, le défenseur adverse, il est obligé de monter. Et là-dessus, Duren, il est assez bon, je trouve, pour alterner entre trouver Cade ou aller trouver Stewart à l'intérieur. Et donc effectivement, ouais, moi je trouve que ce qui est un élément, assez cool là-dessus, c'est, effectivement, la variété de leur attaque. Tu voyais d'autres points toi sur leur attaque? Bah, mon dernier point, c'était justement ça, le changement de Stewart, par Osar Thompson où tu as parlé vraiment de bully ball de la part d'Isaiah Stewart et c'est marrant de le voir jouer, dans ce registre-là parce que, c'est vraiment pas très «moderne» entre guillemets. On a pas mal de post-up qui sont utilisés pour de la création, dans d'autres équipes, avec des joueurs comme, je sais pas, comme Siakam ou les Nets qui jouaient beaucoup, là-dessus l'an passé. Et donc on crée du mouvement autour d'eux avec des sorties d'écran, des cuts, etc. On sait que quand Stewart est utilisé au poste, c'est vraiment pour essayer d'agresser le défenseur et de créer autre chose. Et ce qu'on n'est absolument pas capable de faire Osar Thompson. Et, euh, et aussi Thompson n'est pas un excellent joueur de cut. Je trouve là, tu as Ouais, parlé je de suis la d'accord. relation avec Duren. Et il y a un vrai step-up vraiment en remplaçant Stewart par Osar Thompson. Et voilà, on en est évidemment satisfait. Justement dans leur projet, Ozar Thompson est un joueur qui est assez important. Ça faisait partie des éléments dont on voulait parler, c'était, l'utilisation d'Ozar Thompson. Toi, je crois que tu aimes beaucoup Ozar Thompson, notamment sur la partie défensive. Je sais plus si c'est toi ou Matt qui aime beaucoup, le playmaking défensif de Ozar Thompson. Je pense que c'est plus Matt. Je pense que c'est plus Matt, toi, tu pas si fan que ça? Bah, j'aime bien, mais je pense pas que j'en ai déjà parlé de manière Ouais, d'accord, OK. Pas à ce ostentatoire entre point-là, quoi. guillemets Ouais. plus que ça. Je préfère son frère, mais ça reste un joueur très intéressant, effectivement. Je trouve que ce qui est cool, c'est que bon, il subit toujours un peu la comparaison avec son frère, hein, parce qu'offensivement, il est vachement moins créatif. Moi, je trouve notamment la grosse différence qu'il y a avec son frère, c'est, son frère est très fort pour profiter du chaos qu'il génère lui-même. Quand vous avez Amen Thompson qui cut, bah, en fait, ce qui est fort avec Amen Thompson, c'est son passing en sortie de cut. Tout le monde se rétracte et en fait, il fait très, très, très souvent le bon choix. En plus, il est sans doute plus fort à la finition aussi qu'Ozar Thompson et du coup, ça crée un profil certes de non-shooter, mais qui est très intéressant, par ailleurs. Ozar Thompson, moi, l'attaque, je suis pas loin de pas aimer du tout. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, de base, enfin, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est quand même un truc dont on n'aime pas du tout, quoi. Pour le coup, de Ouais, base. exactement. Détroit cherche à le responsabiliser on ball le plus possible parce que il y a un petit quelque chose. Il y a un début de passing et il y a un dribble qui est relativement correct, mais je pense c'est surtout parce que quand il est utilisé off ball, il a
trop peu de variété dans son jeu Ouais. et il est trop compliqué à utiliser en complémentarité avec Jalen Duren. Hem Et j'ai vu parfois, quelques séquences intéressantes quand il était dans le dunker spot, par exemple, mais ça reste compliqué à rentabiliser, d'avoir un Oscar Thompson dans le dunker spot et d'avoir un Jalen Duren aussi sur le terrain. En termes de spacing et de complémentarité, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il faudrait répéter les systèmes de manière assez trop, répétitive justement et il a pas non plus, comme j'ai dit, un jeu de cut, que je trouve vraiment, très intéressant, sans vouloir le comparer avec son frère. Donc voilà, faut essayer de le mettre, on ball, mais là encore, hem, dans une équipe qui va chercher à progresser et à vouloir faire quelque chose en playoff cette saison, ça me il est dans une timeline un petit peu en dehors des autres, je trouve. Il va falloir lui laisser, un petit peu trop de temps et ça me pose, Ouais. un petit peu problème, je pense, voilà, dans la construction de l'effectif de Détroit. Moi, ce que je trouve, intéressant, alors moi je suis d'accord, hein, enfin je suis complètement d'accord avec toi sur les différentes, limitations qu'il a. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il est moins utilisé comme on l'a dit avec, Duren et du coup, il est plus utilisé dans des systèmes, et dans des line-up qui lui correspondent avec plus de spacing. Ils ont quand même un peu rationalisé son utilisation et ce qui conduit à le voir beaucoup plus balle en main, que ce qu'on voyait par le passé. Et notamment une stat, qui permet de vous donner ça, c'est que l'année dernière, il était à 4 drives par match. Là, il est à plus de 7 drives par match, donc il a presque doublé son nombre de drives par match. Ce qui a pour but, tu as raison, de profiter de sa, créativité pour, justement, aller chercher quelques points et quelques situations supplémentaires. Toi, globalement, si tu étais Détroit, tu ferais quoi avec Ozar Thompson? Tu continuerais à essayer ou tu verrais si tu peux le trade? Il y a une inconnue, personnelle en tout cas quand on commence à réfléchir autour de l'avenir à moyen terme de Détroit, c'est le cas de Jaden Ivey et qui bloque un petit peu toutes les réflexions, parce qu'il a été blessé, du coup, je crois qu'il y a quasiment un an jour pour jour ou ça joue un mois près peut-être, mais en tout cas voilà, il a pas rejoué en NBA de l'année 2025. C'est un joueur qui est, important, dans l'effectif et c'est difficile de définir une hiérarchie, de savoir, sur quel joueur est-ce qu'il faudra miser, sur quel joueur ça va être plus compliqué de miser, sur qui va falloir chercher des trades et cetera. Ozar est évidemment, en haut de la liste, à l'heure actuelle, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais le fait d'avoir l'inconnu Jaden Ivey, voilà, je me pose des questions, sur lequel des 2 a vraiment le plus de valeur, et voilà, comment organiser, l'avenir de l'effectif, avec ces 2-là? Est-ce que ça se passait sans eux, avec l'un d'eux et cetera? Je pense qu'on aura plus de réponses, d'ici 1 ou 2 mois. Bah, d'autant qu'en plus, il arrive dans une situation contractuelle où ils vont aussi devoir faire un choix, quoi. Parce que pour le coup, sauf erreur de ma part, il doit être en fin de contrat cette saison. Je dis une bêtise, non, peut-être celle d'après. Au SAR, c'est l'année prochaine, ouais, c'est la draft de Ouais, Wemby et cette saison, c'est Duren et Ivy du côté de Détroit qui vont devoir, avoir un nouveau contrat ou non. d'accord, OK. Et donc effectivement, ils vont être face à ça. Je te propose un petit jeu autour d'Ozar Thompson. J'aime bien, tu sais, faire ça. C'est des petits «tu préfères» pour voir un peu où tu le situes, par rapport aux autres joueurs de la ligue. Donc, vous avez l'habitude, on le fait assez régulièrement. On se prend le joueur, on dit: «Tu préfères, dans le contexte de Détroit, avoir Ozar Thompson ou plutôt l'autre joueur?» et on se dit que ça va nous permettre un peu d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on estime de lui. 1er joueur, est-ce que tu préfères Ozar Thompson ou Zaccharie Rizaché? Très bonne question. J'aime beaucoup Zaccharie Rizaché. Après, j'ai pas eu le temps de le voir assez sur ce début de saison, donc j'ai cru voir qu'il était encore très, très irrégulier. Mais rien que pour ses capacités de connexion, son attaque de close-out et cetera, son shooting qui, va se stabiliser, j'espère, à un moment donné. J'ai envie de dire, Zaccharie Rizaché. Mais même si on n'a pas encore beaucoup parlé de la défense d'Oscar Thompson qui reste, évidemment excellente. Hem, c'est un bon défi, c'est un bon ouais, c'est un bon duel de joueurs. Je sais pas ce que tu en penses toi? Moi, je prends Rizaché tous les jours. Je prends Rizaché Ah tous ouais? les jours, ouais, ouais, moi j'adore Zachary. Effectivement, le début de saison est un peu plus léger, mais oui, moi je prends il y a pas beaucoup en fait le truc avec Rizaché, c'est qu'il y a pas beaucoup de Ouais, il y a moins compromis de en fait. compromis, Eh ouais, ouais. il y a quasiment pas de compromis avec Rizaché, donc ça c'est assez cool, quoi. 2e joueur, Ozar Thompson ou Naji Marshall? Hem, je pense qu'en
encore une fois, j'ai envie de garder Osar Thompson pour le côté inconnu encore de son développement, même si ça commence, comme on l'a dit, à se restreindre un petit peu. J'ai l'impression que son plancher diminue petit à petit. Mais avec Najee Marshall, on sait ce qu'on va avoir. On a un peu de playmaking. On a un joueur qui est intéressant défensivement, mais je pense quand même que le plafond de ce que peut apporter Osar Thompson reste élevé, même s'il pose des questions de spacing. Encore une fois, on en revient à la question de compromis qui est la même qu'avec Riz Haché. Moi, Mais je ouais, pense que je je prends pense que je Marshall. préfère Osar, ouais. Moi, dès aujourd'hui, je pense que je prends Marshall et tant pis pour la projection, ce que je trouve vraiment cool. Peyton Watson. Là, pour le coup, je vais prendre Peyton Watson. Qui du coup est un joueur de cut. Il a un peu les mêmes défauts qu'Osar Thompson offensivement, c'est que c'est pas un excellent shooter, mais meilleur joueur de cut et tout en ayant des capacités de playmaking défensif excellentes. On le voit récemment, là, je crois que cette semaine il a sorti un énorme match dans le registre, donc ouais, je pense que je préfère Watson. Ouais, moi je trouve que Watson, la défense est bien au-dessus de celle de Thompson et en plus il y a un peu de projection à contre-attaque, je prends Watson aussi. Il m'en reste 3. Derrick Jones Jr. Ouais, le potentiel de alley-oop encore une fois et de menace verticale de Derrick Jones De Jr. et shoot Kate en Cunningham, elle plus. est très sympa. Ouais, Après, j'ai pas encore assez vu les Clippers cette saison. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Je pense que je préférais Derrick Jones Jr. tant pis pour le potentiel, on part sur Derrick Jones Jr. Et les 2 derniers, Isaac Okoro. Non, on va quand On même prend garder quand même Osar Ozar. là. Ouais, moi aussi. Et le dernier, Ryan Dunn, l'ailier de Phoenix. Ah, tu prendrais lequel, toi? Moi j'aime beaucoup Ryan Dunn, hein. J'aime vraiment beaucoup la défense de Ryan Dunn. Après l'attaque, c'est peut-être encore moins fort Ouais, ouais, que ouais. Thompson. Il Mais y a j'adore beaucoup la moins de défense. dribbles. Ah, il y a pas grand-chose, Euh, hein. ouais. Ryan Dunn, l'attaque, il y a pas grand-chose. Ouais, non, je pense que ouais, je pense que je prends Thompson. En Donc plus, en termes d'âge, je suis pas sûr que Dunn soit vraiment beaucoup plus jeune que non, parce qu'il est Osar. arrivé assez tard. Dunn doit avoir 23 ans, Ouais, 24 ans, un truc comme ça. ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, Donc en ouais, gros, on le situe autour d'un Derrick Jones Jr., quoi. C'est en dessous de Rizaché, en dessous de Watson. On est autour d'un Derrick Jones Jr. Et d'un Marshall, on va dire, même si moi je préfère Marshall quand même, mais ouais. on le cote à peu près à ce niveau-là. Ok, donc ça permet de faire un petit tu préfères en plein milieu d'émission, c'est parfait. Dernier point qu'on n'a pas abordé sur cette équipe. Alors il y a 2 points qu'on n'a pas abordé. Dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la défense. Est-ce que toi sur la défense, tu as noté des choses? C'est quand même, on a beaucoup parlé de l'attaque, mais leur succès pour l'instant se construit quand même essentiellement sur la défense, hein, qui est excellente, hein. Ouais, exactement. C'est le deuxième rating offensif de la ligue sur ce début de saison. Donc c'est vraiment excellent. Et on a compris du côté du staff de Détroit qu'il fallait construire autour des défauts de Jalen Duren en essayant de maximiser ce qu'il y avait autour défensivement. Et c'est totalement réussi pour le moment. Donc on a parlé des défauts défensifs de Jalen Duren qui sont compensés donc par le edge pour essayer de freiner, d'empêcher les drives, etc. Et derrière, il y a un matériel défensif qui est quand même très très intéressant du côté des Détroit et très varié. Donc on a parlé d'Osar Thompson, il y a aussi, du coup le Javonte Green qui est assez intéressant. Ron Holland qu'on n'a pas encore mentionné, dans ce podcast, qui est un joueur, assez polyvalent défensivement qui remplit toutes les cases, du joueur qui est très recherché, dans la ligue, sur ce milieu d'année 2020, qui est un joueur défensif très moderne. Et on a aussi, j'ai envie de mentionner, Kate Cunningham, qui est un Ok. défenseur, j'ai presque envie de dire, de très, très bon niveau. Enfin, je le trouve vraiment excellent défensivement, C'est quoi que t'aimes que bien ce sur Cade soit en défense? ouais, la polyvalence du joueur. Ok. Je trouve qu'on la value pas assez. On parle beaucoup de sa capacité à faire des rotations off-ball par moment parce que l'année dernière, c'est un peu ressorti dans les stats avancées. Mais il est plus complexe que ça. Même dans la navigation d'écran, il est capable de défendre vraiment sur des postes vraiment très variés. Même s'il a pas ce côté athlétique, il est quand même très large, très costaud. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le début de saison défensif de Kyle Cunningham. Et voilà, j'ai envie de le mentionner. Je sais pas si c'était aussi haut que moi sur la défense de Cade. Moi, je suis pas spécialement haut sur la défense de Cade, mais je trouve qu'il a le mérite, en tout cas, de pas être spécialement ciblable.
mais je suis plus là, tu vois? C'est-à-dire sur un joueur un peu neutre, mais déjà ne pas être ciblable quand tu es aussi fort offensivement, c'est déjà bien parce que quand on te mobilise beaucoup sur la création, pour toi et la création pour les autres, bah, de toute façon, il faut se reposer à un moment donné et donc déjà, si tu arrives à ne pas être ciblable, c'est bien. Tu vois, je prends l'exemple de Shai. Shai qui est un bon défenseur, mais qui peut avoir des moments dans les matchs où il devient un peu ciblable parce qu'il se repose un peu trop, même si c'est nécessaire. Je trouve que ce qui marche bien sur leur défense, c'est que c'est une défense qui, est à la fois très bonne pour fermer le drive et en même temps bonne pour défendre le cercle si le drive arrive malgré tout. Et donc, c'est souvent un combo qui fonctionne bien, quoi. Si tu es en capacité de fortement limiter le drive et de limiter, pour le coup, les tirs dans la raquette, bah, tu es bien. C'est la 20e équipe, donc la 10e équipe qui concède le moins de tirs dans la raquette ou la 20e qui en concède le plus, à vous de voir comme vous voulez voir. En tout cas, ils sont derniers tirs là-dessus et c'est la 3e équipe qui le défend le mieux, pour le coup. Et c'est vrai que quand ton pivot c'est Jalen Duren, bah, tu peux te poser des questions sur ta capacité à défendre la raquette, en fait. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est les ajustements qu'ils ont fait dans leur 5, qui leur permet justement d'avoir une raquette qui est mieux défendue. Je pense que la présence d'Isaiah Stewart, elle est d'ailleurs notamment assez valorisable là-dedans. Parce que Ozar Thompson, il t'apporte du playmaking défensif sur le cercle, mais ça reste presque du supplément. Enfin, tu vois, c'est pas un intérieur non plus. Stewart, je trouve qu'il apporte beaucoup de dissuasion physique, qui fait qu'on n'y va pas complètement. Et puis non, mais le dernier élément qui fait qu'il concède pas beaucoup de tirs au cercle, c'est qu'il ferme la raquette à mort. C'est-à-dire que dès qu'il y a un drive qui passe, il contracte énormément, énormément, énormément la défense. Et comme ils sont quand même plutôt athlétiques, bah, ils ont des close-out qui sont pas si mal finalement. Alors, ça donne un contexte où ils concèdent pas mal de tirs à 3 points. C'est la 11e équipe qui en concède le plus. Mais je trouve qu'ils ont une bonne qualité de close-out, ce qui leur permet de limiter le seul point un peu que leur défense ouvre, quoi, tu vois, pour le coup. Ouais, oui, ils sont très, très longs, et c'est très utile Ouais. quand on veut être agressif sur des stunts comme ça et le nombre de joueurs aussi qui peuvent aider au panier, je le trouve, vraiment très intéressant. Tu as parlé d'Isaiah Stewart, Cade Cunningham, Osar Thompson, Ron Holland, Javonte Green, que je trouve aussi, pas mal par moment dans le registre et ouais, ça commence à devenir, intéressant d'avoir autant de complémentarité et j'étais, ouais, impressionné sur ce début de saison par la défense que je trouve très agréable à voir dans les rotations ici, dans l'intelligence. Il y a beaucoup de mouvements, donc ouais, vraiment faut se brancher un petit peu sur la défense de Détroit. Et ils sont très physiques. Ils sont très, très Mmh. physiques. La contrepartie, c'est que c'est une équipe qui concède beaucoup de lancers francs. J'avais regardé, je crois qu'ils sont 27e ou 28e au free throw rate. Donc, ce qui lâche pas mal, c'est des lancers francs. Mais ils sont extrêmement physiques. Et donc, il y a deux façons aussi de dissuader une attaque, hein. On peut dissuader une attaque par de la dissuasion intérieure sur la verticalité. On peut aussi dissuader une attaque sur le drive, pardon, par de la physicalité, tout simplement, en étant très, très fort au contact. C'est notamment ce que fait aussi bien OKC, hein. C'est qu'ils sont extrêmement physiques, sur les prises de position et ce qui limite l'accès au drive. Enzo, je te propose qu'on passe sur le dernier bout, qu'on s'était donné là sur, ce point sur les Detroit Pistons. C'est un bout qui concerne un peu plus la projection. Donc cette équipe qui est première de la conférence, Est en 13-2 au moment où on parle, on va sortir je pense le podcast lundi ou mardi, donc ça aura peut-être légèrement bougé. Est-ce que tu les vois poursuivre sur ce rythme-là, rester premier et être un contender, hein, parce que quand même si tu es 1er d'une conférence, tu es un contender? Ou est-ce que tu vois des limites qui vont empêcher tout ça? La première limite qu'on a vue, c'est les adversaires qu'ils ont affrontés pour le moment. Ils ont eu, en termes de moyenne, de position d'adversaires joués, je crois qu'ils sont la 5e, la 5e plus facile de la ligue jusqu'à présent, donc évidemment ça aide. Donc je les verrais redescendre naturellement, un petit peu. Après en début de saison, personnellement je les voyais plutôt autour de la 5, de la 6e place. Mon avis a sûrement changé quand on voit la qualité de la défense et le progrès de certains joueurs. Hem, Surtout avec Cleveland qui se cherche encore un petit peu. Ouais, je me demande pourquoi est-ce qu'on les verrait pas, top 2, top 3 jusqu'à présent? Est-ce que tu es dans les mêmes eaux, toi? Je sais plus ce que j'avais dit dans le podcast d'avant-saison. Je crois que j'avais mis, j'avais dit qu'une saison réussie, c'était s'ils allaient chercher le top 3, qu'ils étaient la meilleure, des autres équipes, la meilleure de Atlanta, Orlando, Philadelphie et cetera et cetera. Il me semble que je m'étais dit ça. Hem Je pense qu'ils peuvent rester la meilleure équipe de l'Est parce que l'Est est quand même relativement faible. Philadelphie qui, à mon sens, pouvait faire un truc sympa, la blessure d'Embiid là quand même, les impacte pas mal et je trouve que Cleveland, est moins alors après il y a souvent Jarrett Allen ou Darius Garland qui est blessé, c'est sûr que ça impacte, mais est moins impressionnant que par le passé
Et les Knicks, bah, on a fait un podcast qu'on vous invite à aller écouter en début de semaine, et vous entendrez que moi je suis plutôt mesuré pour le coup sur les Knicks. Donc je pense qu'ils peuvent garder cette première place de la conférence Est. Et donc à partir du moment où tu es premier de ta conférence, bah, tu abordes les playoffs dans la perspective d'aller chercher une finale de conférence, quoi. Donc je pense que eux, ce qu'ils peuvent viser, vu leur niveau aujourd'hui, c'est d'aller chercher la finale de conférence. Je pense qu'il y a des limitations parce que leurs joueurs ont encore pas mal de compromis. Faut quand même que Cade monte un peu son efficacité, même si je pense que je vais en faire une vidéo là assez vite, mais autour de Cunningham. Mais je pense qu'il y a vraiment des trucs qui sont ouf. Mais par exemple, Duren, je suis quand même impatient de le voir face à des raquettes qui sont un peu plus physiques. Qu'est-ce que ça donne, Duren, par exemple, quand tu tombes contre Cleveland et que tu as Jarrett Allen et Evan Mobley? Je pense que tu peux avoir une chute totale en fait de la part de Jalen Mm. Duren. Ou peut-être pas, et auquel cas on va se rendre compte, bah non, en fait, il y a un vrai truc autour de Jalen Duren. Mais en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent vraiment être dans une saison, un peu comme l'année dernière, où en fait, à la fin de la saison, ils se disent, on a gagné beaucoup de temps. Tu vois, c'est encore trop tôt pour être, ils sont encore jeunes dans leur construction pour viser le titre. Mais par contre, là où tu te dis, ben en fait, est-ce que cette équipe, elle pourra vraiment viser le titre? Bah l'année dernière, tu vois, même avec une belle saison, tu t'étais dit, bah non, ils peuvent pas le viser. Peut-être que là, tu vas te dire, bah en fait, si, avec ce roster, ils peuvent commencer à le viser, et donc tu vas chercher d'autres assets. Voilà, je trouve que moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont gagné du temps, quoi. Il y a du temps de gagner, mais je serais quand même assez mesuré sur les chances de titre ou même une vision à long terme là-dessus. Ok. Je pense qu'il y aurait beaucoup de changements à faire avant ça. Il y a encore trop de problèmes de spacing et ça me semble, je vois pas un joueur qui est capable de sanctionner sur drive de manière vraiment efficace et à haut volume. Et ça me semble un peu trop problématique encore. Et c'est pour ça que le retour d'Ivy, je l'attends Ivy, avec bah ouais, impatience. c'est ce que j'allais dire. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont des assets intéressants en cas de transfert. Ils ont encore pas mal de tours de draft. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut dans une équipe qui est contender, mais en tout cas, ils ont le mérite de les avoir. Et des jeunes joueurs qui s'ils ils veulent les abandonner, aller chercher un joueur plus titre ready entre guillemets à l'heure actuelle, ont quand même de la valeur à l'heure actuelle. Donc avec du Ron Holland, du Osar Thompson, même pourquoi pas un Dennis Jenkins s'il vient à se stabiliser, etc. Donc je pense qu'ils ont le matos en tout cas pour évoluer, mais à plus long terme qu'à moyen terme, voilà, personnellement. C'est vrai que autour de Jaden Ivey se joue quand même pas mal des questions qui sont à se poser. Jaden Ivey, c'est un joueur qui t'apporte, alors en phase de progression, hein, une dizaine de drives par match, voire une quinzaine. Donc pour le coup, ça peut changer, tu vois, leur structure offensive. Et en plus, qui est assez complémentaire de Kate Cunningham, qui lui est beaucoup plus sur un jeu low tempo, mi-distance, et ça peut trouver une belle complémentarité. Ouais, je pense que en fait, l'enjeu pour eux, c'est vraiment de se poser la question d'à quel point le duo Duren et Cade est fort. Tu avais commencé le podcast en disant un truc que je trouvais assez juste et intéressant, c'était que tu n'avais pas vraiment de certitude autour de Duren sur le fait que c'était ton deuxième meilleur joueur. Bah là, en fait, maintenant, tu l'as un peu et je trouve que tu vas pouvoir commencer à tester un peu pour voir si c'est une deuxième option, ouais, deuxième, troisième option viable d'une équipe qui peut jouer beaucoup ou pas, quoi. Est-ce que toi, tu y crois à la confirmation de Jalen Duren? J'y crois, oui. Il y a beaucoup trop de progrès depuis son arrivée dans les ligues pour ne pas penser que ça puisse devenir un joueur vraiment dominant. Après, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est toujours obligé d'avoir un système défensif qui est créé pour essayer de bloquer un petit peu ces lacunes. Et avoir un pivot qui n'est pas dominant défensivement et qui est un petit peu, voilà, un petit peu ton maillon faible entre guillemets, j'ai du mal à voir ça vraiment rentable dans des joutes de playoffs quand ils vont arriver très très haut, si c'est le cas d'ici les prochaines années. Pour l'instant, saison régulière face à des équipes relativement faibles, et on voit que ça passe sans aucun problème. Donc ouais, ça me pose un petit peu question. Après, ça reste une équipe très jeune qui a le temps. Et, et même si j'ai pu dire, je crois, dans le podcast avant le début de saison sur Détroit qu'il fallait être assez agressif, essayer de rentabiliser ce roster-là le plus possible, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a un Kate Cunningham qui est déjà très bon, etc. On peut aussi faire le choix de faire un peu preuve de patience et voir ce qu'il en est de Jalen Duren et de tous ces jeunes. Sachant que Duren doit aussi régler ses problèmes de faute, qui vont forcément le limiter. Et quand ta deuxième option a des problèmes de faute assez régulièrement, ça peut être problématique. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ces Detroit Pistons ou est-ce que pour toi, on a fait le tour?
Moi, je pense on a été très, très complet. On a mentionné presque, bah, tous les joueurs même qui ont un rôle, même minime dans l'effectif. Donc ouais, je pense on a été parfait. Alors ouais, carrément, parfait. Bah, donc on Mmh. peut se féliciter d'avoir été quasiment parfait. Je te propose du coup un dernier petit truc. Allez, en un mot, le prono, ça finit comment la saison des Pistons? La saison des Pistons, ça finit, 3e de conférence. Ça passe un tour de play-off face à Atlanta, par exemple. Et puis malheureusement, ça échoue en demi-finale de conférence. Parce que même si je trouve quand même l'équipe assez dépendante d'une ou deux têtes. Il suffit qu'il y ait une blessure, mauvais moment, etc. Et ça risque de leur poser problème. Euh, voilà mon pronostic. Moi, je pense que ça finit top 2 de la conférence ça fait finale de conférence, ça j'y crois, et j'ai peut-être même envie de dire finale NBA. Je pense que ça va être Ah oui, pas à ce mal. point-là. Ouais, mais parce que je trouve que la concurrence est faible, hein. Je trouve que c'est faible. Je trouve que les Knicks sont pas si forts que ça. Je trouve que Cleveland est vraiment en train de se chercher. Je les pense pas plus forts que Cleveland, pour le coup. Mais ouais, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe de la conférence, hein, pour l'instant. Et je trouve que ce qu'ils font est assez cool. J'ai quand même un petit œil, moi, sur Orlando, qui revient quand même assez Mm. bien. Et même si je pense pas que le plafond est très très haut, je pense que ça peut être une équipe embêtante. Mais ouais, je pense que ça va être cool et ça va aller loin. J'ai été très rassuré quand même par leur playoff l'année dernière, Mm. que j'avais trouvé Ouais, vraiment très très bon. Et excellent. ouais, ils avaient été excellents. Et donc, ouais, je suis plutôt rassuré par ça. Donc, moi, je pars plutôt là-dessus. Et bah, du coup, ça va être le mot de la fin et ça va être la question qu'on vous pose aussi. Quel plafond, quel plancher, quel plafond vous mettez aux Pistons et la fin de la saison des Pistons, ça se termine comment à votre avis? Finale de conférence, demi-finale, peut-être qu'ils feront même pas les finales, peut-être qu'ils feront même pas les playoffs. Bon, ça, j'y crois moins. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, on est curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, on trouvera vite quelque chose. Donc, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!